On arrive maintenant au fameux théorème de la base incomplète qui va nous permettre de construire des bases dans un espace vectoriel de dimension finie. Alors l'énoncé du théorème, c'est le suivant. On se donne une famille libre formée de vecteurs de notre espace vectoriel E. On se donne une famille génératrice de E. Donc là, on suppose que E est un K-espace vectoriel de dimension finie, puisqu'il possède une famille génératrice finie. Et donc, grâce aux vecteurs de cette famille libre, en la complétant avec des vecteurs de G, on peut construire une base de E. C'est donc un résultat majeur qui va nous permettre, étant donné une famille libre à une famille génératrice, d'obtenir une base de E. La démonstration de ce théorème va nous intéresser beaucoup, puisque ce théorème nous permettrait de construire une base à l'aide d'une famille libre et d'une famille génératrice. La question qu'on doit se poser avant cette démonstration, c'est est-ce qu'on va démontrer un théorème existentiel qui ne nous fournit pas le moyen de construire cette base, ou est-ce que la démonstration va mettre en place un algorithme qui va nous permettre de construire une base explicitement à l'aide d'une famille libre et d'une famille génératrice de E? Ça, c'est la question. Et ça serait vraiment bien d'avoir un algorithme, puisqu'on aurait un procédé concret pour pouvoir construire de telles bases. Eh bien, la réponse, c'est algorithme. On va donc mettre en place un procédé constructif pour obtenir une base à l'aide d'une famille libre formée de vecteurs de E et d'une famille génératrice de E. Comme tout algorithme, on va commencer par l'étape d'initialisation. Alors la première famille qu'on va manipuler, que je vais appeler L0, c'est la famille L. Donc c'est ma famille libre. Je sais que pour obtenir une base, il suffit d'obtenir une famille qui est à la fois libre et génératrice de E. Donc on va poser la question rituelle. Qu'est-ce qu'il se passe si la famille L0 que je viens de construire ici, en prenant simplement L, est génératrice de E? C'est-à-dire si et simplement l'espace vectoriel engendré par L0 est égal à E. Dans ce cas, L0 est une base de E, et le théorème est démontré. Donc si on est dans ce cas d'espèce, alors on a déjà démontré le théorème. Alors évidemment, maintenant, on doit regarder ce qu'il se passe si l'espace vectoriel engendré par L0 est différent de l'ensemble E. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et là, on va mettre en place justement le protocole d'ajout d'un vecteur à cette famille libre. Alors déjà, si l'espace vectoriel engendré par L0 n'est pas égal à E, il est certain qu'on va pouvoir trouver dans G un vecteur qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par L0. Je m'explique. Si tous ces vecteurs-là sont dans l'espace vectoriel engendré par L0, l'espace vectoriel engendré par G serait inclus dans cet espace vectoriel-là. Et c'est pas possible, puisque cet espace vectoriel-là est inclus strictement dans E, alors que l'espace vectoriel engendré par G, c'est E tout entier. Donc si on a ça, on est certain qu'il existe un indice I1 appartenant à l'intervalle d'entier 1Q, qui va donc désigner l'un de ces vecteurs, tel que WI1 n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par L0. Donc l'un des vecteurs de la famille génératrice n'est pas combinaison linéaire des vecteurs de L0. Vous voyez que là, on va pouvoir augmenter la famille libre grâce au lemme d'augmentation d'une famille libre, en ajoutant à la famille L0 le vecteur WI1, on obtient une famille qui est encore libre. J'utilise le lemme d'augmentation d'une famille libre, que je vais abréger en LAF. On revient à la question originelle. Si l'espace vectoriel engendré par cette famille L1 qui est libre est égal à E, on a donc construit une base de E, et le théorème est démontré. Il faut maintenant regarder ce qu'il se passe dans le cas défavorable, où l'espace vectoriel engendré par L1 n'est pas égal à E, donc est inclus dans E, strictement. Il sera évidemment inclus, puisque il est formé de vecteurs de E. Donc là, on va pouvoir dire quoi? Eh bien, on va pouvoir dire que parmi les vecteurs de G, sauf celui-ci, puisqu'on l'a déjà pris dans la famille L1, eh bien, on va pouvoir dire qu'il existe un indice I2 appartenant aux indices de la famille G, sauf I1, puisque lui, on l'a déjà pris dans la famille L1, tel que WI2 n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par L1. On va pouvoir réutiliser le lemme d'augmentation d'une famille libre en ajoutant à la famille libre L1 le vecteur WI2. On obtient une famille libre, c'est le lemme d'augmentation d'une famille libre qu'on utilise ici. Et là, on va reposer la question rituelle. Si
l'espace vectoriel engendré par cette famille libre est égal à E. On a construit une base de E, la base qui nous intéresse, qu'on a construite à partir de L1 en ajoutant des vecteurs de G. Et on va évidemment recommencer l'opération. Si l'espace vectoriel engendré par L2 est différent de E, on va continuer le procédé. Alors comme dans toute démonstration d'algorithme, il faut que la procédure se termine. C'est ce qu'on va vérifier. Donc si on regarde les différentes étapes de construction, on obtient une famille libre qui au départ est la famille L, et à chaque étape où on construit une famille libre non génératrice, on augmente cette famille d'un vecteur. Donc le procédé, il va se poursuivre, et la question est de savoir, est-ce qu'il va s'arrêter au bout d'un moment? Bien, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de Q étapes, qu'est-ce qu'on aura fait? Au bout de Q étapes, on aura l'intégralité des vecteurs de la famille libre de départ, auquel on a rajouté l'intégralité des vecteurs de notre famille génératrice. Or, dans ce cas-là, l'espace vectoriel engendré par LQ, c'est donc l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de L auxquels j'ai rajouté tous les vecteurs de G. Mais G étant une famille génératrice de E, on est sûr qu'en prenant toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, on va récupérer E. Donc, on est sûr que le procédé va s'arrêter. Et on est même sûr qu'on obtiendra une base en moins de Q étapes. Donc on est certain qu'en ajoutant comme ça des vecteurs à notre famille libre qui ne sont pas engendrés par les vecteurs de la famille considérée, eh bien au bout d'un moment, on va tomber sur une famille qui est à la fois libre, grâce au lemme d'augmentation d'une famille libre, et génératrice de E. Donc on est sûr que le procédé s'arrête en moins de Q étapes. La démonstration de ce théorème est très intéressante puisqu'on a mis en place, comme je l'avais dit en introduction, un procédé qui est totalement constructif pour construire une base de E à partir d'une famille libre de cet espace et d'une famille génératrice de cet espace. On va donc pouvoir démontrer l'un des théorèmes fondamentaux de cette partie, qui est l'existence des bases en dimension finie. Si vous vous donnez E un K-espace vectoriel de dimension finie, alors il possède nécessairement une base, et cette base possédera aussi un nombre fini de vecteurs. Donc dans tout espace vectoriel de dimension finie, il existe des bases qui possèdent un nombre fini de vecteurs. D'où l'incantation, en dimension finie, il existe des bases. Il existe au moins une base dans un espace vectoriel de dimension finie. Donc là, on a affaire à un théorème existentiel très important pour la suite du cours. Un théorème qui dit « j'ai besoin d'une base, ça existe parce que je suis dans un espace vectoriel de dimension finie ». Alors la démonstration va en plus être très simple. On peut même présenter ce résultat comme un corollaire du théorème de la base incomplète. Je vais commencer par un cas particulier qui est issu d'une convention. Qu'est-ce qu'il se passe si mon espace vectoriel est réduit au vecteur nul? Alors dans ce cas-là, notre base, elle sera vide. Comme l'ensemble vide contient un nombre fini d'éléments, on aura le résultat. Et c'est le seul cas où mon espace vectoriel contient une seule base. L'ensemble vide, c'est la seule base de l'espace vectoriel qui est réduit au singleton vecteur nul. Donc faites attention tout de même, c'est une convention. Ne cherchez pas véritablement trop à comprendre pour l'instant pourquoi on a pris cette convention, ça viendra par la suite. Dans la suite de ma démonstration, je vais supposer que l'espace vectoriel E ne se réduit pas au singleton vecteur nul, c'est-à-dire que notre espace vectoriel contient des vecteurs non nuls. Et je vais essayer de démontrer qu'il existe une base qui contient un nombre fini de vecteurs. Alors pour cela, je sais que je vais pouvoir me placer dans le cadre d'application du théorème précédent, du théorème de la base incomplète. Ce théorème de la base incomplète nous dit que pour obtenir une base de E, il suffit d'avoir une famille libre et une famille qui est génératrice de E. Or, pour l'existence d'une famille génératrice, c'est directement issu de l'hypothèse qu'on a faite sur l'espace vectoriel E. E est de dimension finie, donc par définition d'un espace vectoriel de dimension finie, il existe donc une famille génératrice de E avec un nombre fini de vecteurs. On pourra noter cette famille génératrice, G va être égal à W1, etc., WQ. Ça, c'est directement la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. Moralité,
Si on arrive à mettre en évidence une famille libre, alors on a gagné, on pourra directement utiliser le théorème de la base incomplète. Là, je vais utiliser le fait que l'espace vectoriel E ne se réduit pas au singleton vecteur nul. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe un vecteur U appartenant à E, tel que U est différent du vecteur nul. Donc, si je prends comme famille libre la famille qui se réduit au vecteur U, qui n'est pas le vecteur nul, donc la famille qui est ici est bien une famille libre, on va bien pouvoir, à l'aide du théorème de la base incomplète, à partir de la famille génératrice G et de la famille libre L, construire une base de E. On peut donc construire une base de E en complétant la famille L avec des vecteurs de la famille G. C'est directement une application du théorème de la base incomplète. Bref, on a bien construit une base de l'espace vectoriel E. Alors quand je dis une base, c'est évidemment au moins une base, puisque vous voyez que si vous prenez des familles de départ, des familles libres différentes, ou des familles génératrices différentes, a priori vous pouvez construire des bases différentes. Donc le seul cas où on est sûr qu'il n'y aura qu'une seule base, c'est le cas de la convention, c'est quand E se réduit au vecteur nul, il n'y a qu'une seule base, et c'est une base qui est vide. Il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de vecteur dans cette base. Dans tous les autres cas, on aura a priori une infinité de bases de l'espace vectoriel. Donc on a maintenant la possibilité de dire « je suis en dimension finie », je peux dire qu'il existe une base de mon espace vectoriel. Théorème existentiel majeur. On peut donc écrire une formalisation du théorème de la base incomplète légèrement différente. Si je me place dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base de E. C'est juste une réécriture du théorème précédent, puisque le théorème précédent nous disait que dans un espace vectoriel, si j'ai une famille génératrice finie et une famille libre, je peux compléter la famille libre avec des vecteurs de la famille génératrice pour obtenir une base de E. Cet énoncé fonctionne donc, puisque si je me donne une famille libre, comme E est un espace vectoriel de dimension finie, je sais qu'il existe une famille génératrice de E avec un nombre fini de vecteurs, on est donc bien dans le cadre d'application du théorème précédent. Donc, l'incantation va légèrement changer. Quand on est en dimension finie, toute famille libre se complète en une base de E. On peut donc chanter en chœur l'incantation suivante. En dimension finie, toute famille libre se complète en une base de l'espace vectoriel E. On peut réécrire également le théorème de la base incomplète, non pas sous l'angle d'une famille libre, mais sous l'angle d'une famille génératrice. Dans ce cas-là, on parle du théorème de la base extraite. Ce théorème nous dit que si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, de toute famille génératrice de E, on peut en extraire une base. Donc les familles libres, on va pouvoir les compléter en une base de E, et dès qu'on a une famille génératrice finie, d'un espace vectoriel de dimension finie, eh bien on peut en extraire une base. Donc soit on dispose d'une famille génératrice et on sélectionne les vecteurs de cette famille pour en faire une base, soit on a une famille libre et on doit la compléter avec des vecteurs d'une famille génératrice pour obtenir une base de E. Donc les familles libres, elles n'ont pas assez de vecteurs pour engendrer tous les vecteurs de E. Et pour une famille génératrice, si elle n'est pas une base de E, on peut éliminer des vecteurs inutiles, c'est-à-dire ceux qui s'écrivent comme combinaison linéaire des autres, pour former une base. Là, on a deux résultats absolument essentiels de la théorie des espaces vectoriels. Alors celui-là n'est pas une reformulation directe du théorème de la base incomplète, on va donc le démontrer en détail. Pour la démonstration du théorème de la base extraite, on va passer rapidement le cas où l'espace vectoriel E est réduit au singleton vecteur nul, puisque dans ce cas-là, une famille génératrice ne peut contenir que le vecteur nul, et une base, c'est nécessairement la famille qui est vide. Donc il suffit d'enlever le vecteur nul à la famille génératrice, et on a gagné. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur ce cas-là, qui n'est pas très éclairant, mais on l'a démontré. Donc maintenant, on va se placer dans le cas où E est un espace vectoriel qui n'est pas réduit au vecteur nul. Comme par hypothèse, il est de dimension finie, il possède une famille génératrice finie. Pour pouvoir appliquer le théorème de la base incomplète et construire à partir de G une base de E qui est formée avec des vecteurs de G, il nous faut une famille libre. Mais il nous faut une famille libre qui est formée avec des vecteurs de G.
puisque l'objectif c'est de compléter une famille libre avec les vecteurs d'une famille génératrice. Donc on doit démarrer d'une famille libre qui est constituée de vecteurs de G. Or, une telle famille libre n'est pas très difficile à construire, puisque les vecteurs de G ne peuvent pas être tous nuls. Effectivement, si tous les vecteurs de la famille génératrice sont nuls, l'espace vectoriel engendré par G se réduit à 0, qui n'est pas E, on obtient une contradiction. Donc, on sait bien qu'il existe, dans la famille de vecteurs G, au moins un vecteur V qui est différent du vecteur nul. Eh bien, je vais considérer la famille qui est formée de ce vecteur V, qui est donc un vecteur de G, qui n'est pas nul, donc la famille L est une famille libre, puisqu'on sait qu'une famille qui est constituée d'un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur n'est pas nul. On peut donc maintenant appliquer le théorème de la base incomplète avec la famille génératrice G de départ et avec la famille L qui est bien formée avec un vecteur de G. Toute base construite à partir de vecteurs de L que l'on complète avec des vecteurs de G est une base qui convient à notre problème, puisqu'elle sera formée uniquement de vecteurs de notre famille génératrice G. Donc, pour avoir notre base, il suffit d'appliquer le théorème de la base incomplète, le premier qu'on ait vu, en ajoutant aux vecteurs de cette famille libre certains vecteurs de la famille génératrice. On a vu que c'était toujours possible de faire cela. Voilà pour la démonstration de ce théorème de la base extraite.